Bonjour, bienvenue sur GEP-TV pour cette nouvelle vidéo. Il y a quelques jours, nous avons eu le plaisir de recevoir pour le live GEP Benjamin Hoth, l'un des auteurs de Cthulhu Ténébris, voilà, aux éditions des 12 singes. Il nous avait parlé de la genèse de ce jeu de rôle qui transpose le mythe de Cthulhu au 9e siècle. Ici, on n'a pas affaire aux règles classiques de l'appel de Cthulhu, puisqu'on est chez les 12 singes, et chez les 12 singes, on parle Cthulhu-Hack. Donc on va faire un petit feuilletage express du livre de base, et dans les prochaines vidéos, je vous montrerai les suppléments qui ont accompagné la sortie de ce livre. Mais avant tout, intéressons-nous un petit peu au livre de base, au système de règles, et les premiers éléments que fournissent les auteurs pour qu'on puisse commencer à jouer à Cthulhu Ténébris. A de suite pour le feuilletage express. Alors voilà, on se retrouve devant Cthulhu Ténébris, le livre de base. Alors vous voyez qu'ils ont choisi, alors ceux qui connaissent, on reconnaît de suite cette esthétique qui ressemble beaucoup à la collection Dark Monkeys. Alors il n'y a pas le petit logo là, mais on pourrait le glisser dans le bibliothèque avec le reste de la collection, ça rentrerait très bien. Et c'est tant mieux parce que c'est très joli. Donc on va commencer à ouvrir ça. Okay, alors là, toujours le même travail qui mélange sobriété et élégance de Maxime et Franck Place. Là, ils ont choisi une écriture qui fait penser un petit peu au vieux grimoire missel religieux de l'époque. Et là, vous avez, avec l'écriture un peu germanique, ici vous avez des illustrations qui vraiment évoquent la période, le 9e siècle. Ça commence par une description assez rapide du mythe. Alors ça est toujours bien de se rappeler un petit peu la différence entre les très hauts, les autres dieux et les grands anciens. Hein, voilà. Le mythe à travers le temps. Ici un petit rappel de la mythologie Lovecraftienne à travers les ères. Voilà. Et bon, arrivé au l'an 870. Les règles du jeu. Alors ceux qui connaissent Cthulhu-Hack sont en terrain reconnu. Je vais quand même attarder un petit peu pour ceux qui ne connaîtraient pas. Il faut savoir que le système de jeu est basé sur deux principes. Le principe des menaces et le principe des investigations, qui ne sont pas gérées de la même manière. Pour ce qui est des menaces, on est vraiment dans des règles d'évin très simples, c'est-à-dire un personnage est défini par des caractéristiques, la robustesse, la dextérité, l'intelligence, la perception et la volonté. Quand vous voulez faire un test qui est en lien avec une de ces caractéristiques, vous lancez un dé 20. Si votre score est inférieur ou égal à la caractéristique, et ben vous réussissez votre action. S'il est supérieur, vous ratez votre action. C'est aussi simple que ça. Donc là, vous avez des exemples, hein, donc de poursuite, de saut. Voilà. Les avantages et les inconvénients. Alors en fonction de la situation, vous pouvez être dans une situation avantageuse. Si vous êtes dans une situation avantageuse, vous lancez 2 dés 20, vous prenez le meilleur jet. Par contre, si vous êtes dans une situation dévantageuse, ben c'est l'inverse. Vous lancez 2 dés 20 et vous prenez le score le plus mauvais. Il y a des systèmes pour aider de travailler en coopération. Hein. Et ensuite, comme je vous disais, il y a les investigations. Les investigations, c'est à partir de ressources. C'est-à-dire que dans Cthulhu-Hack, on ne peut pas, quand on fait une investigation, on aboutit toujours à ce qu'on recherche. Par exemple, si vous faites une recherche dans une bibliothèque, c'est pas comme dans Cthulhu, vous n'allez pas lancer un dé de bibliothèque. Si vous ratez votre jet de bibliothèque, eh ben, vous ne trouvez rien. Non, là, vous allez réussir. Par contre, vous avez ce qu'on appelle des dés de ressources. Et en fonction de vos personnages, c'est un certain nombre de dés. Ça peut être un dé 12, un dé 8, le type de dé est différent. Quand vous lancez le dé, si vous faites plus de 3 ou plus, il ne se passe rien, vous réussissez à faire ce que vous voulez. Si vous faites 1 ou 2 sur ce dé, il se passe 2 choses. La première chose, c'est que votre jet de bibliothèque, peut-être que vous avez ramé comme un malade et vous avez mis beaucoup plus de temps à trouver ce que vous cherchiez, mais aussi le dé que vous avez lancé est dégradé d'un cran. C'est-à-dire qu'il descend, le D8 devient un D6, le D12 devient un D10, etc. Au fur et à mesure de vos recherches, évidemment, vous allez finir par faire des jets de 1 ou 2. Hein. Quand votre D4, vous atterrez vos D4 et que vous raterez votre jet, et bien là, vous ne pouvez plus faire de tests d'investigation de ce type parce que vous êtes épuisé mentalement, voilà, physiquement, enfin bref, vous ne pouvez plus jusqu'à ce que vous récupérez vos dés. La récupération, vous avez un système qui est ici, derrière. Le système de récupération, c'est récupérer des niveaux de ressources. Vous avez ici, le temps est plus ou moins long en fonction de la récupération. Pour passer de votre état 0 à remonter un D4, il faut une demi-journée. Par contre, pour passer du D10 au D12, il faut 8 jours. Voilà. Voilà, bon, il vous explique un petit peu comment c'est noté dans les scénarios. Rob, c'est robustesse, etc. Bon, bref.
Il y a ensuite la richesse. La richesse, c'est aussi une ressource, mais en temps normal, le meneur du jeu ne va pas vous demander quoi que ce soit. En fonction de votre niveau de vie, bah, il va dire oui, tu peux acheter, exactement. Voilà, on ne va pas compter les sous, on s'en fiche. Par contre, si le meneur de jeu juge que ce que vous demandez est un petit peu exagéré, il va vous demander de lancer votre dé de richesse. Si vous lancez votre dé de richesse que vous faites 1 ou 2, il va également se dégrader. Voilà. Et par contre, quand vous n'avez plus d'argent, c'est-à-dire quand votre D4 descend à 0, là, vous ne pouvez plus rien acheter, même pendant tout le scénario. Il faut attendre le scénario suivant pour remonter. Voilà une autre ressource. Là, on arrive au combat. Les combats, c'est super simple. C'est le joueur qui lance les dés. Si vous faites une action physique contre quelqu'un, vous allez lancer un dé de robustesse, au corps à corps. Si c'est à distance, vous allez lancer un test de perception. Si, en corps à corps, si vous ratez votre test contre de robustesse, c'est l'adversaire qui vous inflige des dégâts. Hein. Par contre, si vous êtes à distance, vous ratez votre cible. Si l'adversaire vous attaque, vous allez lancer un test de dextérité au corps à corps. Si au corps à corps, vous réussissez votre test de dextérité, vous ne prenez pas de coups. Par contre, si vous ratez, vous prenez des dégâts et en plus, vous ne pouvez pas faire votre action si vous n'avez pas encore agi. Par contre, vous pouvez décider de prendre le double des dégâts pour quand même faire votre action. Et ben voilà, c'est aussi simple que ça. Hein. Les dégâts, eux, bon, vous avez le critique, c'est vrai aussi. Ouais, le dé critique avec 1 sur votre dé, vous avez le coup critique qui existe aussi. Là, vous avez le système de résolution. Alors, c'est très simple. Hein. Il n'y a pas vraiment c'est le même J qui commence à déclarer les actions qui vont faire les personnages. Puis les joueurs donnent leur phase de résolution. On peut faire une action et un mouvement par round. C'est vraiment pas compliqué du tout. Là, vous avez un exemple. Vous voyez qu'il ne fait pas 10 pages. Hein. Les dégâts, c'est les armes qui infligent les dégâts, en sachant que le personnage, par sa caractéristique, limite le truc. Si vous avez par exemple un personnage qui n'est pas très costaud, vous pouvez lui donner une arme qui fait un D12, et il ne va pas lancer un D12, hein, il va lancer le maximum qu'il a. Voilà. Et vous infligez des dégâts. Alors au point de vue c'est 1, et après vous avez les armes improvisées ici, les armes courtes, armes longues, un D10, vous voyez que c'est vraiment générique. Hein. Les dégâts sont déduits de l'armure que porte l'adversaire, ou vous-même, donc ici. Là aussi c'est très léger. On peut évidemment récupérer des points de vie. Voilà. Le système de calcul de dés de vie pour l'adversaire pour équilibrer les combats. Là, vous avez un exemple avec un Byaki, par exemple, qui a 4 dés de vie, ça fait 16 points de vie. Donc, il faut savoir que vous, si vous avez un D8, vous lancez, ou quand vous créez votre personnage, vous lancez, on va y venir, un D8 plus 8. Malus adversité, c'est l'adversité du personnage qui vous enlève des caractéristiques. Action, 3 actions, donc c'est beaucoup. L'attaque, 1 des 4, griffe, morsure. Et en cas de capacité spéciale, déchirement, si 2 attaques avec les griffes touchent le même adversaire, on ajoute une attaque déchirée qui fait un D6 dégâts supplémentaires. Vous voyez que c'est quand même assez redoutable. Passons maintenant à la santé mentale. C'est une ressource également. Donc là, c'est pareil, vous allez avoir un dé de ressources de santé mentale en fonction du profil de votre personnage. Vous allez lancer les dés. Si vous ratez vous faites 1 ou 2, votre dé est dégradé, mais en plus, vous faites un choc psychologique, vous lancez un défi et il vous arrive quelque chose. Par exemple, si vous faites 1, c'est une attaque cardiaque. Si vous faites 3, c'est une confusion mentale. Voilà. Par contre, une fois que vous avez plus de dés, comme toutes les ressources, là, vous devenez hébété. Vous n'êtes pas encore complètement gaga, mais il va falloir faire des tests de volonté. Et si vous ratez ce test de volonté, votre personnage, il est définitivement fou. Et c'est fini pour vous. Il faut savoir que dans ce jeu, c'est très létal. Les combats sont violents, les points de vie sont vite déduits, c'est très rapide. Et pour la santé mentale, c'est pareil. Voilà. Donc c'est plutôt un jeu qui demande de la réflexion. Même si on est au 9e siècle, on aura plutôt tendance à taper de l'épée bâtarde avant d'échanger quelques dialogues. La magie, c'est pareil, c'est une ressource, mais par contre c'est complètement différent parce que vous allez gagner des dés de ressources. Voilà. En fonction de comment ça va se passer, au fur et à mesure que vous allez gagner des dés. Il faut comprendre une leçon. Si vous comprenez la leçon, vous allez faire un test d'intelligence. Si vous réussissez cette intelligence, en cas de réussite, il gagne un des 4 dans une nouvelle ressource magie. Donc vous commencez à apprendre un petit peu la magie. Voilà. Par contre, ça se fait au détriment de santé mentale.
Donc ça va baisser le D2 maximum de santé mentale d'un cran. Par exemple, si vous avez D8 de santé mentale, et bien votre D8 devient D6 définitivement. Voilà. Le dé de magie va augmenter hein, avec le système d'apprentissage. Voilà, prendre un sortilège, utiliser un sortilège. Là derrière, vous avez toute la liste de sortilèges. Alors pour lancer un sortilège, en général, c'est un test d'intelligence. Si vous réussissez votre intelligence, votre test marche. Mais il prend différent. Hein, vous voyez, 2 actions, 10 actions. Ça peut être plus ou moins long pour le préparer. Là, vous avez une liste de sortilèges. Hein. Voilà. La roue de la fortune, c'est un petit bonus qui est pour les personnages. Si vous êtes 5, vous mettez 6 jetons au milieu. Si vous êtes 4, vous mettez 5 jetons au milieu. Et vous pouvez utiliser ce jeton durant le scénario pour relancer un jet de dés, moi par exemple. On arrive à la création de personnages. Donc, en fait, ça fonctionne sur un système de commanditaire. C'est-à-dire que les scénarios, c'est les commanditaires qui vont vous faire des missions. Donc, il faut choisir le type de groupe que vous voulez monter. Vengeance, croisade, sapiens, collection. Et ici, vous avez des exemples de commanditaires. Hein, le collectionneur, etc. Et donc, ça va forcer les personnages complètement différents à collaborer pour arriver au même but, c'est-à-dire satisfaire le commanditaire. Donc les différentes régions avec les langues et tout, ça c'est très intéressant parce que les langues sont différentes, donc les personnages, il va falloir qu'ils jouent un petit peu, fassent du roleplay parce qu'ils ne vont pas forcément tous se comprendre. Hein. Et là vous avez les différentes voix. Alors on va en détailler une, qui est la voix de l'épée. Donc vous voyez un profil, vous avez ici robustesse, dextérité, intelligence, perception, volonté, vous avez les dés de vie qui sont en dessous. Alors ça c'est le basique, mais vous pouvez, ici c'est décrit ici, vous pouvez améliorer ou grimper de 1 point, une caractéristique, et vous allez choisir aussi 2 talents. Ici, il y en a 4, et au fur et à mesure de votre progression, vous allez pouvoir acquérir de nouveaux talents. Donc la voix d'épée, c'est le bretteur, hein, c'est voilà, le mercenaire. Vous avez la voix de la main, qui est le filou, le voleur. La voix de la plume, qui est l'érudit. Voilà, avec les langues impies. La voix du chêne, qui est les forestiers, hein, les gens près de la nature. La voix du livre, le religieux, en sachant qu'il y a 3 religions évidemment qui se côtoient en Hispanie, hein, où vous allez commencer à jouer parce que ça se concentre sur l'Hispanie, les musulmans, les juifs et les chrétiens. Vous pouvez choisir 2 voix avec une voix majeure et une voix mineure, alors là c'est vraiment pour peaufiner votre personnage. Hein. Le système d'expérience, voilà, à la fin d'un scénario, vous pouvez vous progresser, donc on lance un dé de vie et on ajoute 8. Donc progression des caractéristiques, progression des talents, voilà, c'est vraiment très très simple hein, le système de progression. Là on a fini tout ce qui est technique, on va aborder maintenant ce qui est setting. Donc à certains moments je vais passer un peu vite parce que ça serait dommage que le personnage, que les joueurs voient des choses qui sont plutôt réservées aux meneurs de jeu, mais je vais quand même essayer de vous détailler un petit peu et vous parler un petit peu de ce qu'il y a dans le bouquin quand même. Donc d'abord vous avez un panorama historique. Une généralité sur les différents pays. Donc ici on commence par la Scandinavie, Scandia, avec la Norvège, Danemark. Alors, vous allez voir que c'est très très simple, hein, avec des petits encarts ici. Hein. La Suède, la Finlande. On passe à l'Anglia avec les différents royaumes qui composaient l'Angleterre de l'époque, la Northumbrie, Mercie, le Wessex, l'Albania, hein. C'est pas l'Albanie, hein, c'est l'Écosse. Hein. l'Hibernie, l'Irlande. Là vous avez différentes petites explications, vous voyez que c'est très succinct, c'est très bref, c'est une présentation générale. L'Europe, il y a les royaumes carolingiens, avec les différentes composantes des royaumes carolingiens, dont l'Hispanie, le royaume de Castille. Vous avez ici, sur l'Hispanie, c'est un petit peu plus détaillé, vous voyez, c'est normal parce qu'on va s'y attarder plus loin. Le Maghreb, avec le califat abbasside, hein, qui regroupait énormément d'États arabes. L'Europe orientale, avec évidemment, vous connaissez l'Empire byzantin, l'Empire d'Orient, l'Empire romain d'Orient, hein. Mais il y a aussi l'Empire bulgare, le duché de Croatie, la Serbie. Et là, le volume 3, c'est l'Hispanie. Alors, comme nous disait Benjamin Hoth, ils ont préféré s'attarder sur l'Hispanie parce que c'est un petit peu à l'écart, séparé du reste de l'Europe par les Pyrénées, mais aussi il y a un brassage, il y a énormément de choses qui se passent. Le brassage, le choc culturel plus que guerrier, parce qu'il y a du commerce, etc. Il ne faut pas croire qu'ils se battaient tous les jours entre les musulmans et les chrétiens. La conquista n'avait pas encore eu lieu. Hein. Donc il y avait de la cohabitation, il y avait les juifs qui étaient protégés. Donc il y a pas mal de choses à faire, pas mal de choses à jouer, il se passe plein de choses.
Donc là, vous avez le différent, comment, la description générale, hein, on fait un petit peu de l'Hispanie, hein, à la fois géographique et géopolitique. Ici, alors en sombre, à chaque fois, c'est des petites choses qui sont en rapport à l'appel de Cthulhu. Donc il y en a certaines qui sont très amusantes, j'ai bien aimé, mais bon, je vais pas m'attarder dessus. Jouer dans la péninsule, alors la société, l'organisation sociale, évidemment avec ses composantes, les nombreuses cités qui n'étaient pas des mégalopoles, hein, on n'est pas encore à l'an 1000, hein, donc les villes étaient encore un peu petites, les différentes institutions, comment étaient faites les structures politiques, voilà, avec toujours ces petits encarts et ces accroches pour les meneurs de jeu, la justice, la religion, chrétiens, musulmans et juifs, comment ils cohabitaient à l'époque, voilà encore un encart. Vous voyez qu'il y a pas mal d'encarts, hein. Il y a beaucoup d'aides, hein, que je ne peux pas vous décrire. La vie quotidienne, les langues de la péninsule. Parcourir l'Hispanie, les domaines de l'Est. Alors là, on s'attarde un peu plus, on détaille les régions, avec les différentes composantes politiques de ces régions-là, comme le royaume d'Aragon, les 8 comtés. Alors il y a beaucoup de baronnies, il y a beaucoup de choses. On n'est pas encore, structurellement, c'est pas encore très structuré, on n'est qu'au 9e siècle, on est au début du Moyen-Âge, hein. Alors le temple du voyage endormi, on va passer vite, pas que vous voyez, la sorcellerie, vous voyez, avec le Léon, voilà, avec une grande nation, l'émirat de Cordoue, qui est Cordoue, hein, qui est vraiment le fief musulman, hein, c'est là où l'émirat s'est installé. Voilà, le peuple caprin, on va passer vite. Le Casumain de Langue, là vous avez encore une créature décrite. Les grandes cités de la péninsule, quelques exemples, hein, de grandes cités de la péninsule, hein. Donc Tolède, voilà, Cordoue, les parchemins bizarres. Les lieux d'aventure de la péninsule, bac à sable pour le meneur de jeu, il va pouvoir utiliser ces petits lieux pour créer ses scénarios. Voilà. Donc là, je passe aussi assez vite. Il y a pas mal de lieux, il y a pas mal d'accroches, il y a des idées et tout, c'est vraiment bien fait. Serviteurs des autres dieux, maigres bêtes de la nuit. Alors vous vous doutez que quand on voit ces créatures, elles ont un rapport avec les lieux qui défilent là. Dol. Et un scénario pour finir. Et c'est pas un petit scénario de rien du tout, hein. C'est un beau scénario. Alors là j'ai passé encore plus vite. Voilà. Vous voyez qu'il y a pas mal de choses à voir. Il se passe plein de choses qui mélangent investigation, horreur, cthulhienne, manipulation. Pas mal de choses. Toujours ces chouettes dessins. Voilà. Voilà pour le livre de base. Alors, bon, vous pouvez penser que c'est un peu fin, mais ça va en... on peut dire qu'il y a 2 bouquins. L'autre bouquin d'Orient d'Occident, je ferai une description en vidéo plus tard. Ça décrit d'autres lieux encore plus, avec des états d'accroche et tout, mais il existe aussi déjà une campagne qui est sortie en même temps que le livre de base. Donc il fait plusieurs livres, ces plusieurs livres forment un tout. Donc là déjà par contre, si vous voulez découvrir les règles, si vous voulez jouer, déjà n'oubliez pas que Doussinge met toujours à disposition le kit initiative, qui est beaucoup moins cher et qui vous permet de vous faire une petite idée de ce qui se passe. Et d'ailleurs le scénario qui est dans initiative a un lien avec celui qui est à l'intérieur de ce qui est ici. Donc voilà, ça peut être amusant d'avoir les deux. Donc, et ensuite, la campagne, je crois que Benjamin va dire que la campagne se greffait aussi un petit peu à ce qu'on a découvert ici. Voilà. Donc bon, ça sera l'objet de vidéos suivantes. Donc si vous voulez en savoir plus sur Cthulhu Ténébris, il ne reste plus qu'à vous abonner, quoi. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo de Cthulhu Ténébris, c'est au Doussinge, c'est sorti, c'est disponible, etc. Bon, voilà, si ça vous a donné envie, tant mieux, hein. J'espère vous avoir convaincu parce que moi ça m'a bien envie, ça m'a bien donné envie de faire ça à mes joueurs et certains sont déjà volontaires. Voilà. À bientôt.